À train heure local, le premier drone ukrainien N-186, l'outil s'élança de sa rampe de lancement depuis une position camouflée près de Sumy, suivi d'un autre toutes les 20 secondes. À travers trois autres sites de lancement, 340 drones supplémentaires décollaient simultanément dans la plus grande attaque coordonnée de nuées de drones de l'histoire militaire. Jusqu'à présent, les lancements s'étaient déroulés sans accroc, mais tout allait changer en quelques minutes. À l'insu des opérateurs ukrainiens, les radars d'alerte avancés russes avaient détecté le lancement massif et quatre missiles Iskander MM fonçaient déjà vers les sites de lancement à Mach 5.9. Avec un temps de vol de 11 minutes et des ogives dévastatrices de 700 kg, les équipes n'avaient que quelques secondes pour faire décoller leurs drones restants avant que les sites ne soient annihilés. Heureusement, la stratégie ukrainienne allait bientôt démontrer pourquoi diviser cette immense nuée en quatre forces distinctes était absolument brillant. À 06 heure locale, la force du Nord traversa la frontière russe près de Tsutsa, descendant à 500 mètres, alors que la partie la plus difficile de l'opération commençait. Ces 95 drones en provenance de Sumy empruntaient l'itinéraire le plus long contournant par le nord pour éviter les batteries S-400 protégeant Kursk. Leur système Skynote S, le cerveau IAE contrôlant chaque drone, détectèrent les premières émissions d'un radar 92N6E Gravestone, le système de ciblage le plus avancé de Russie, capable de suivre des aéronefs à une portée de 400 km. La structure en fibre de carbone des drones leur conférait une signature radar comparable à celle d'un gros oiseau, les rendant presque invisibles au système conçu pour détecter des aéronefs métalliques. Les opérateurs russes peinaient à distinguer les contacts du brouillage, alors que les drones rasaient le terrain leur IA comparant les données des capteurs en temps réel aux images satellites pour rester cachés derrière les collines tout en évitant les lignes électriques. La batterie S-400 tira deux intercepteurs sur des retours fantômes avant de réaliser son erreur. Lorsque la force du Nord sortit de la zone d'engagement à 06h08, elle avait perdu 12 drones à cause d'erreurs de navigation dans un terrain accidenté et non sous le feu ennemi. À 100 km au sud, la force du Sud lancée depuis Poltava entra dans un autre type de bataille à 06h10. Les unités de guerre électroniques russes avaient créé une zone morte GPS s'étendant sur 200 km le long de ce corridor émettant des signaux de brouillage à 500 watts sur toutes les fréquences de navigation. Pour des drones conventionnels, cela aurait été infranchissable. Le drone de tête équipé du système Skynote S détecta le brouillage et passa de manière fluide en mode de navigation visuelle. Ces caméras identifièrent l'autoroute M4 en contrebas, comparant les courbes de la route aux images stockées. Derrière lui, 85 drones suivaient en formation lâche, chacun effectuant des milliers de calculs par seconde. Ils suivaient les autoroutes et les voies ferrées comme des miettes à travers un désert électronique. La force du Sud émergea de la zone de brouillage ayant perdu seulement 8 drones, tous à cause de défaillances mécaniques dues aux procédures de lancement accélérées. Mais ce que ces nuées traversèrent n'était rien comparé à ce que la force de l'Est affronta. À 06h15, 4 chasseurs Su-35S décollèrent de la base aérienne de Voronezh, chacun équipé de 12 missiles R-77-1 pour chasser les drones. Le chef de vol divisa sa formation prenant son ailier au nord, tandis que l'autre paire balayait le sud. Cependant, le radar Urbis-E conçu pour suivre des cibles de la taille d'un chasseur peinait à repérer les minuscules drones volant à seulement 200 mètres au-dessus des terres agricoles. Un pilote descendit à 1000 mètres, s'exposant aux tirs solaires pour se positionner sous l'altitude des drones. Son radar finit par verrouiller un groupe de retour. Le premier missile R-77-1 lancé avec précision détruisit un drone dans une petite boule de feu. À 25 millions de roubles par missile contre 200 000 par drone, la Russie perdait l'avantage économique. La formation dépensa 32 missiles détruisant 15 drones avant que des considérations de carburant ne les obligent à rentrer. La force de l'Est poursuivit avec 65 survivants. À 06h22, la force de diversion exécuta son gambit sacrificiel. Ces 80 drones plus anciens des unités commerciales modifiées n'avaient jamais été destinés à atteindre Cheboksary. Ils grimpèrent soudainement à 5000 mètres, tout en activant des dispositifs d'amplification radar. Pour les capteurs russes, ils apparaissaient comme des missiles de croisière prioritaires se dirigeant vers Moscou. Les opérateurs radars à travers le réseau signalèrent plusieurs missiles de croisière entrants. Tous les chasseurs disponibles furent redirigés pour intercepter.
6 autres Su-35S décollèrent de Lepisk, tandis que 300 batteries activèrent leur radar de suivi. Pendant 8 minutes glorieuses, tout le réseau de défense aérienne russe se concentra sur la force de diversion. Le sacrifice fut complet à 06h30. Tous les 80 drones de diversion furent détruits, mais ils avaient attiré 12 chasseurs et plus de 100 missiles solaires loin de l'attaque principale. Alors que des débris en flammes pleuvaient sur l'ouest de la Russie, les trois forces principales convergèrent sans être détectées. À 07h25 à 180 km de Cheboksary, le moment arriva. Les 83 survivants de la Force du Nord rejoignirent les 78 de la Force du Sud et les 65 de la Force de l'Est, formant une armada aérienne de 226 drones. La convergence avait perdu 115 drones, mais ceux qui restaient suffiraient amplement. Dans 65 minutes, l'installation d'armement de pointe de la Russie affronterait la nuée. À 08h30 heure locale, la première vague de 40 drones ukrainiens franchit la dernière crête avant Cheboksary, déclenchant immédiatement tous les radars de défense aérienne de la ville. Derrière eux, 186 drones supplémentaires approchaient en 4 vagues distinctes, espacées de 9 secondes. Les 6 systèmes Pantsir S-1 protégeant l'installation faisaient face à une équation impossible, 226 cibles contre 72 missiles prêts et des munitions limitées. Le radar RSRS-2 d'un Pantsir principal s'alluma d'alerte de cible, les symboles de suivi se multipliant sur l'écran de l'opérateur plus vite qu'il ne pouvait les compter. Le système pouvait engager 4 cibles simultanément, mais 40 drones approchaient de ce secteur seul. Il lança sa première paire de missiles 57-6 sur les menaces les plus proches, sachant déjà que les calculs ne jouaient pas en sa faveur. La première vague exécuta des tactiques de nuée parfaites à 08h30. Alors que les missiles fonçaient vers eux, des groupes de 4 drones se dispersèrent soudainement dans différentes directions, haut, bas, gauche, droite, forçant chaque missile à choisir une seule cible. Les systèmes Skynode S communiquaient via des transmissions cryptées, un rafale coordonnant des manœuvres d'évasion. Lorsqu'un missile 57-6 explosait près d'un drone, 3 autres profitaient de ce moment pour trouver une ouverture où un missile ne pouvait probablement pas les atteindre, puis s'y engouffrer. Pendant ce temps, le Pantsir de l'Est faisait face à la deuxième vague de 45 drones, approchant en formation étagée, 20 volayant à 500 mètres d'altitude, tandis que 25 rasaient le sol à 50 mètres. L'opérateur était confronté à un choix impossible, engager les cibles hautes, facilement suivies par son radar, ou les basses qui pouvaient surgir à tout moment. Il choisit le groupe haut lançant 4 missiles en succession rapide. Alors que ces missiles grimpaient les drones à basse altitude accélérèrent vers l'installation. Les autres drones profitèrent des épaisses traînées de fumée blanche remplissant le ciel. En suivant ou en volant près de ces traînées, les drones utilisaient la chaleur intense de la fumée pour brouiller les capteurs infrarouges, la fumée elle-même, pour se masquer visuellement, et la composition des traînées pour se cacher dans le fouillis radar. Pour les opérateurs et capteurs russes en contrebas, tout semblait normal. Mais il n'en était rien. À 08h31, les autocanons jumelés OE-3 à 8M de 30 mm de chaque Pantsir entrèrent en action à travers tous les capteurs. 6 flux de traceurs de 30 mm créèrent des champs de tir imbriqués, mais les drones les traversaient comme de l'eau à travers un tamis. La troisième vague forte de 50 drones avait appris en observant les 2 premières. Ils approchaient en formation nuageuse, lâches variant constamment vitesse et altitude. Lorsque les traceurs se concentraient sur un groupe d'autres, avançaient rapidement. Lorsqu'un Pantsir pivotait pour engager de nouvelles cibles, les drones précédemment visés reprenaient leur approche. Le troisième Pantsir caché se révéla enfin à 08h32, lançant 6 missiles simultanément sur la 4e vague. Les planificateurs ukrainiens s'y attendaient. Des calculs approximatifs suggéraient 5 à 7 systèmes de défense en fonction de la valeur de l'installation. Cette vague de 51 drones répondit avec des contre-mesures coordonnées. Les capteurs radars des missiles conçus pour suivre un seul gros aéronef peinaient à maintenir un verrouillage sur de petites cibles exécutant des manœuvres identiques dans un nuage de réflexion radar. À 08h32, la situation devenait critique pour les Russes. Les 6 systèmes Pantsir avaient dépensé 38 missiles et atteint 31 cibles, un taux de réussite impressionnant de 82% qui aurait condamné n'importe quelle attaque conventionnelle.
Mais 185 drones restaient en vol désormais à l'intérieur de la portée minimale des missiles. Les opérateurs passèrent aux autocanons, mais chaque système ne pouvait suivre qu'une seule cible à la fois avec les canons. 6 cibles engagées signifiaient 89 drones volant sans être inquiétés. À leur vitesse, ils laissaient peu de chances pour un réengagement. La nuée démontra son véritable avantage à 08h33, une intelligence distribuée. Au lieu d'attaques individuelles, les systèmes Skynode-S coordonnaient des groupes de 8 à 10 drones pour converger simultanément sur des cibles spécifiques, garantissant que même si la moitié était abattue suffisamment, impacterait pour assurer la destruction. L'installation d'assemblage d'antennes Cometa dans le bâtiment 2 faisait face à 15 drones approchant sous différents angles. Même si le Pantsir le plus proche en détruisait 5-10 impacterait, 12 drones visaient les installations de soutien dans le bâtiment 3. La halle de production principale attirait 20 drones. Ce n'était pas une destruction aléatoire, mais un démantèlement systématique. Les programmeurs ukrainiens avaient intégré des algorithmes d'apprentissage dans les systèmes Skynode-S. À mesure que les drones observaient des routes de pénétration réussies, ils transmettaient ces données aux vagues suivantes. À 08h34, la nuée avait cartographié l'emplacement de chaque Pantsir, leur temps de rechargement et leurs limites de rotation. Les drones tardifs courbaient leurs approches pour exploiter les angles morts volant à travers des zones où une couverture superposée aurait dû exister, mais n'existait pas. Les 60 dernières secondes virent l'effondrement complet du réseau de défense aérienne. Les équipages des Pantsir entraînés pour des engagements mesurés contre des missiles de croisière ou des aéronefs se retrouvèrent dans un combat au corps à corps avec une nuée de guêpes. Les munitions s'épuisaient rapidement. Chaque système transportait seulement 700 cartouches par canon, assez pour 42 secondes de tir continu. Alors que les canons s'épuisaient un à un, des groupes plus importants de drones pénétraient sans opposition. À 08h34, les défenseurs de l'installation ne pouvaient qu'observer alors que plus de 120 drones entamaient simultanément leur phase de plongée terminale. Mais la véritable destruction allait commencer et se déroulerait plus vite que quiconque ne l'avait imaginé. À 08h35 heure locale, la première vague de 28 drones frappa dans une fenêtre catastrophique de 15 secondes. Les bâtiments 2, 3 et 4 subirent des impacts simultanés, leur béton armé disparaissant dans des nuages de poussière et de flammes. Les frappes précisément synchronisées ne laissèrent aucune chance aux équipes de contrôle des dégâts. 5 incendies distincts faisaient rage avant que les équipes de pompiers ne puissent atteindre leurs véhicules. La deuxième vague de 35 drones cibla les infrastructures de soutien. La sous-station électrique explosa en gerbes d'étincelles, tandis que les stations de pompage d'eau disparaissaient dans des explosions séquentielles, paralysant la lutte contre l'incendie. Les systèmes d'urgence tombèrent en cascade, alimentation de secours, communication et éclairage disparurent en quelques secondes. Les zones de stockage chimique devinrent des multiplicateurs de force à 08h36. Des ogives à fusées retardées pénétrèrent les réservoirs avant de détonner, mélangeant des produits chimiques industriels en un liquide toxique en feu qui se répandit à travers le complexe. Les salles blanches sous pression se rompèrent. Leurs gaz volatiles, azote, argon, hydrogène, transformèrent en des espaces de fabrication de précision en bombes à air combustible. À 08h37, la vague finale n'avait plus besoin de ciblage sophistiqué. En contrebas, des dizaines d'incendies fusionnèrent en un seul enfer. Les munitions explosaient dans des directions aléatoires. Des nuages chimiques dérivèrent à travers Cheboksary. Les 52 derniers drones choisirent simplement toute structure encore debout. L'installation d'armement de précision de pointe de la Russie, protégée par des défenses aériennes de dernière génération, gisait en ruine. La ligne de production Cometa, en développement depuis 2 décennies, nécessiterait une reconstruction complète. L'Ukraine avait échangé 68 millions de dollars en drones pour une victoire stratégique valant des milliards, prouvant que même l'infrastructure critique d'une superpuissance est vulnérable à l'ère des nuées guidées par IA. À bientôt.